Alors, y a-t-il des questions dans la salle? En attendant que quelqu'un lève la main, je vais peut-être, pour Madame Aubert, ce qui m'a frappé dans votre présentation, c'est de montrer combien l'eau est un enjeu géopolitique, avec déjà l'utilisation qui est faite dans les conflits pour porter atteinte à son ennemi, etc. Voir la façon dont on peut, quand on est en amont, capter la ressource pour mettre à mal ses adversaires. J'ai l'impression que, bien que vous ayez présenté aussi les programmes des Nations Unies en mettant en avant le fait que l'eau devenait un enjeu prioritaire, malgré tout, on en parle beaucoup moins et on a l'impression qu'il y a beaucoup moins d'actions pour protéger les infrastructures, protéger la ressource, qu'il ne peut y en avoir dans d'autres domaines, par exemple. Est-ce que c'est votre sentiment aussi? Oui, tout à fait. La prise de conscience du rôle de l'eau, mais on peut parler du climat aussi, bien sûr, sur les enjeux sécuritaires à l'échelle globale. Jusque-là, c'est très sous-estimé. J'ai cité l'exemple de la création de la Direction générale de la mondialisation au ministère des Affaires étrangères en 2009. C'est très récent, en 2009. Et cette fameuse DGM, qui traite des enjeux globaux, comme on l'appelle dans le langage diplomatique, elle a, même si elle a progressé, elle a quand même moins de moyens, moins de portée que tous les programmes concernant la stratégie, la défense, les contrats d'armement, etc., la géopolitique. Et donc, il y a encore effectivement des progrès à faire dans ce domaine, dans l'ensemble de nos pays. J'ai parlé, l'OTAN commence à s'en saisir, mais comme vous voyez, la situation mondiale actuelle est tellement tendue et conflictuelle que ces sujets ont tendance à passer à l'arrière-plan. On parle d'abord de dette économique et financière. Alors, c'est très important certainement, mais il y a beaucoup d'autres sujets comme ceux-là qui sont déterminants aussi pour notre avenir et notre sécurité globale. Donc, l'enjeu eau est encore sous-estimé. Et c'est très récent que des débats comme celui-là, chimie et eau, mais on peut citer beaucoup de domaines, défense et eau, etc., sécurité et eau, c'est très nouveau. Hein, il y a 5-10 ans, ce n'était pas un sujet. On a de l'eau, point. On ouvre les robinets, il y a des stations, tout va bien. Voilà, ça n'intéressait pas grand monde. Même si tous les professionnels de l'eau alertaient déjà et parlaient des problèmes de l'avenir, des coûts que tout cela allait engendrer et de la nécessité de revoir nos modèles. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, bonjour. Question pour Marie-Hélène Aubert. Dans votre présentation, vous avez évoqué les différents risques et notamment les risques au niveau des conflits. Par contre, on est dans la maison de la chimie, donc l'eau, elle est énormément utilisée pour les capacités de production industrielle, la chimie mais d'autres, mais la chimie consomme énormément d'eau. Et moi, je pense qu'il y a un des aspects qui est très mal mis en avant de manière générale, sauf dans le dernier rapport de l'ONU en 2019 qui indique que 40% de la capacité de production au niveau mondial est en risque uniquement à cause de l'eau d'ici 2050. D'accord ? Petit ordre de grandeur, Covid, c'était 7 à 8% du PIB. Donc là, on est en train de parler pour le risque eau de 40%. Il me semble que l'impact que ça va avoir sur tous les modèles économiques et sur toutes les capacités de production, je veux dire, vont aller bien au-delà de tout ce qui a été présenté ce matin. Quand moi, je vois des projections climatiques qui disent en 2300, il va se passer ci, il va se passer ça. Enfin, imaginez juste, si on perd 40% de PIB mondial en 2050, c'est pas la peine de réfléchir même à 2060. Voilà, donc cet aspect-là, je trouve, c'est-à-dire l'impact sur les modèles économiques, sur les capacités de production et sur en fait les rythmes économiques, puisque la problématique de l'eau, c'est la capacité de production tous les jours de l'année, c'est insuffisamment pris en compte et insuffisamment présenté. Je ne sais pas si vous, ce que vous en pensez en fait. Alors, je pense que c'est pas encore dans le débat national, je dirais, hélas. On ne parle pas du tout de ces sujets-là. En revanche, au sein des agences de l'eau, que je connais bien, c'est un sujet. Il y a des programmes comme Ecodo et toutes sortes
qui s'adresse aux industriels pour aller vers plus de sobriété, un usage de l'eau plus économe. Je crois qu'on en parlera d'ailleurs aujourd'hui, mais dans toutes sortes de dimensions. On a vu aussi à travers des conflits récents dans notre pays, à savoir des entreprises qui veulent s'implanter mais qui ont besoin d'énormément d'eau. Et donc les riverains ou tous les autres acteurs protestent en disant mais nous on a besoin de cette eau aussi. Certaines entreprises ont même dû renoncer à s'installer à tel ou tel endroit par manque de ressources en eau disponibles. D'autres aspects, comme dans l'industrie des composants électroniques, on a besoin d'une eau extrêmement pure. Et là aussi, ça crée des tensions dans des réserves souterraines très pures qui sont dédiées à cette industrie avec les questionnements, les conflits avec d'autres acteurs qui ne comprennent pas pourquoi une industrie peut capter des tonnes d'eau pure au détriment d'autres. Voilà. Donc, toutes ces questions, elles sont déjà traitées, alors pas au niveau des programmes des agences de l'eau, mais je partage votre point de vue. C'est un enjeu de politique économique globale. Ce n'est pas qu'un enjeu de territoire, de telle entreprise ou de telle autre. Et en tout cas, moi je plaide pour que ces sujets vitaux, eau, énergie, climat, etc., biodiversité, soient pleinement intégrés dans les politiques économiques. Or, ce n'est pas le cas, encore. Malgré des initiatives porteuses, heureusement. Je crois que la sobriété est un vrai sujet pour les industriels, en fait. Et on va le voir pendant la table ronde industrielle de la deuxième partie de matinée. Mais c'est un enjeu majeur, effectivement. Autre question ? Tout en bas, dans l'amphithéâtre du bas. Ici. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Bon, oui, alors... l'eau est un allié formidable quand on arrive à maîtriser cette eau, mais l'eau peut aussi devenir un ennemi virulent quand on ne maîtrise plus. Et là, je suis en train de parler des inondations qui ont eu lieu en Espagne. Et vous avez parlé d'outils informatiques qui permettent de prédire, de prévoir. Et je voudrais savoir, est-ce qu'on aurait pu éviter ces inondations en Espagne ? Quelles sont les conditions qui aurait pu permettre de prédire des inondations et de pouvoir prévenir les populations à temps. Voilà, c'est ma question. Donc, je vais commencer ma réponse, peut-être que vous continuerez. Alors, moi, je vous ai parlé de modèles climatiques. Les modèles climatiques, ils ne font pas de la prévision, ils font des projections. C'est des temps longs. Moi, je vous ai parlé de ressources en eau. La ressource en eau, c'est le temps long, c'est l'année, la saison, la dizaine d'années. Là, vous me parlez d'événements extrêmes, c'est quelque chose de complètement différent. Les événements extrêmes, c'est très compliqué, même pour les modèles météorologiques qui sont plus fins que les modèles climatiques. C'est très, 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 très compliqué à prédire. Mais comme vous l'avez dit justement, ça fait quand même 30 ans qu'on fait des rapports où on a donné tous les endroits du monde où le risque de ce genre d'épisode pouvait augmenter et arriver, et l'Espagne en faisait partie. Et je peux vous dire, je peux vous certifier, bon, il ne faut pas croire que je suis énervé de manière naturelle, mais j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. C'est l'impression que nous, on a en tant que chercheurs. Ça fait 30 ans qu'on écrit des rapports, qu'on répète les choses, et on a l'impression que tout le monde s'en fout. Les voitures sont de plus en plus grosses, les portables sont de plus en plus gros, tout est toujours plus. Donc il ne faut pas s'étonner qu'après, on ait des événements extrêmes de ce style, et ces événements extrêmes peuvent arriver n'importe où, vont se reproduire, et se reproduire de manière plus fréquente. Voilà. Et je peux vous dire un truc, on l'aura bien cherché. Bon. On va prendre une dernière question pour rester dans les temps. Allez-y, monsieur. Je ne sais pas si ça fonctionne, oui, vous m'entendez ? Oui, moi c'était une question à Bertrand Decharme. Dans vos modèles, vous considérez les quantités d'eau qui arrivent et qui vont réalimenter les aquifères. Est-ce que vous êtes capable de simuler les différences dans les régimes de précipitation ? Parce qu'on voit bien, on vient de parler de ces événements extrêmes où il y a beaucoup d'eau qui arrive, mais finalement, est-ce que ça contribue, est-ce que ça peut augmenter la recharge des aquifères ou est-ce que c'est de l'eau qui est véritablement perdue ? Alors, je ne saisis pas bien votre question, mais oui, les modèles sont capables de simuler tout type de précipitation qui existe aujourd'hui. Non, ce que je veux dire, c'est que les régimes de précipitation évoluent, avec des précipitations de plus en plus fortes à certaines périodes.
Et ma question est de savoir comment ça influe sur la recharge en eau, le fait d'accord, que ces régimes évoluent. Oui. Je m'étais mal exprimé. Forcément, si vous avez des précipitations de plus en plus intenses en été ou au printemps, ça ne va pas recharger les nappes aquifères puisque la majorité va se réévaporer. D'accord ? Ce qui est important pour la ressource en eau, c'est que l'eau tombe dans une période où il ne fait pas chaud. Donc pour nous, en France, par exemple, c'est l'hiver. C'est l'hiver ou l'automne que les nappes phréatiques vont se recharger. Voilà. Donc non, mais ça, les modèles le font très bien. Oui. C'est pour ça qu'on utilise ces modèles-là maintenant pour pouvoir s'attaquer à des problématiques de ressources en eau. C'est qu'on pense qu'ils sont capables de représenter ces choses-là aujourd'hui. Voilà. Pourrais-je poser... Allô ? Ici. Président. Actuellement, nous avons 97% d'eau qui pourrait être disponible. Avec le dessalement de l'eau de mer, il y a 36 000 possibilités de le dessaler et de l'utiliser. Alors, quelles sont les dernières possibilités actuellement de dessalement de l'eau de mer ? Je vais juste te dire sur cette histoire de dessalement de l'eau de mer, ça pourrait être très bien, sauf que c'est émetteur de CO2. Voilà. Et très très fortement émetteur de CO2. Oui, alors le dessalement est déjà en place, notamment dans les pays du Golfe. En Arabie Saoudite, la majorité des ressources en eau viennent d'usines de dessalement. Mais l'usine de dessalement, ça demande beaucoup de moyens. Ça consomme beaucoup d'énergie fossile, même s'il y a des systèmes plus petits maintenant avec de l'énergie solaire qui se développe ici ou là. Mais il faut être, par définition, sur le littoral. Ça veut dire acheminer ensuite par des infrastructures, des canalisations de l'eau, parfois très loin. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure aussi, avec une certaine fragilité. C'est-à-dire que ces infrastructures sont attaquables aussi. Or, ces pays dépendent totalement, pour cela du moins, du dessalement de l'eau de mer. Plus généralement, bon, bien sûr, c'est une technologie qui peut évoluer, qui sera utile dans certains cas. Mais je crois qu'il faut se garder de se dire qu'on va avoir une solution. Voilà, on va dessaler l'eau de mer, puisqu'il y a 97%. Non, c'est pas comme ça que ça se passe en fait sur l'ensemble de la planète, même si ce type de solution peut être développé ici ou là, mais encore une fois aujourd'hui, c'est totalement inaccessible à la plupart des pays et de leurs économies. Mais donc il faut certainement envisager des unités innovantes, qui n'utilisent pas d'énergie fossile, qui ne rejettent pas en mer non plus des rejets très très importants, parce que c'est polluant aussi. Voilà. Donc chaque technologie peut avoir un intérêt, mais aucune n'est miracle. Aucune ne résoudra ce dont on vient de parler. Et je voulais juste terminer pour répondre à Madame très rapidement sur les systèmes d'alerte. Les inondations, les catastrophes qu'on connaît, malheureusement, ça fait effectivement des décennies qu'on en parle, mais on ne modifie pas donc les modes d'urbanisme, les modes d'aménagement, les habitats en conséquence. Et donc ça, on ne peut pas l'éviter, puisque le réchauffement est déjà en cours. Il y a un effet d'inertie très important. C'est-à-dire que même, mais il faut le faire bien sûr, même si on réduit drastiquement nos émissions de carbone aujourd'hui, il n'empêche que avec l'inertie, les conséquences, on va les connaître encore pour plusieurs décennies. Donc il faut absolument revoir nos modes d'habitat, d'aménagement du territoire. Sur les systèmes d'alerte, ça fait partie, les systèmes d'alerte, de ce qui a été quand même mis en place à l'échelle mondiale dans le cadre des négociations sur le climat. C'est un des rares programmes qui vraiment s'est développé dans beaucoup de pays. Mais, et ça permet effectivement, et si ça avait été... je crois que l'organe météo de l'Espagne avait fait les alertes très tôt, et malheureusement, c'est des dysfonctionnements après des décideurs locaux qui a failli. Donc les systèmes d'alerte, quand ils sont efficaces, ils permettent d'éviter au moins des victimes civiles, enfin des pertes humaines. Ils n'empêchent pas les dégâts, mais ils permettent au moins que les populations concernées soient hébergées ailleurs, déplacées, de façon à ne pas connaître un nombre de victimes important. Mais bon, c'est déjà énorme, mais ça ne résout pas du tout le fond du problème, à savoir vraiment adapter, revoir nos modes d'habitat, d'aménagement du territoire et de toutes ces zones de plus en plus à risque.
Merci beaucoup. Très bien. Je vous demande d'applaudir nos deux intervenants et on va passer à la table ronde. Merci beaucoup.